Monde numérique. Google menacé de démantèlement par le gouvernement américain. Un câble sous-marin sectionné, encore un. Et puis X déserté par les médias, en tout cas nouvelle vague d'exode de la part de médias qui s'en vont chercher de l'herbe plus verte sur Blue Sky ou Mastodon. Voilà pour l'essentiel de l'actu tech cette semaine. Ce n'est pas tout, nous irons dans un instant comme d'habitude à Montréal retrouver Bruno Guglielminetti. On débriefera les annonces de Microsoft, notamment un mini PC et un Windows immersif. L'innovation de la semaine, je vous parlerai d'une IA qui fait tourner en bourrique les arnaqueurs par téléphone. Et puis dans la deuxième partie de cette émission, les interviews, on parlera d'intelligence artificielle au service de l'enseignement. D'abord pour l'apprentissage des langues, avec Luc Julia, spécialiste français de l'IA, à propos d'un nouveau service lancé par la société Lingeo. Et puis, comment appréhender l'IA à l'école ? Eh bien, on verra ça avec mon deuxième invité, Pierre-Yves Oudéier, co-auteur d'un livre sur l'IA pour les enfants et leurs parents, et surtout chercheur à l'INRIA sur les mécanismes d'apprentissage. Enfin, on retrouvera le prospectiviste Olivier Parent qui décrypte ce mois-ci le film Retour vers le futur. Bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, c'est l'hebdo du 23 novembre 2024. Monde numérique. Jérôme Colomba. Salut, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour l'hebdo. L'hebdo, chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews, plus d'une heure si vous êtes abonné à la version premium sur Apple Podcast. Et puis, Monde numérique, c'est tous les jours de la semaine, des chroniques sur l'actu tech, des éditos, des interviews, long format, disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et sur les assistants vocaux. Quelques remerciements tout d'abord à Nicolas, Michael pour leurs messages bien sympathiques sur les plateformes d'écoute. Et puis des remerciements appuyés aux auditeurs qui ont choisi de soutenir financièrement Monde Numérique en faisant un don sur mondenumérique.info. Notamment Boris et Sylvie, merci. Grâce à vous, la petite cagnotte pour aller au CES de Las Vegas se remplit et on espère pouvoir cette année encore couvrir l'événement et vous le faire vivre jour après jour sur Monde Numérique. Avant de passer à l'actu, un petit mot également pour vous dire que si vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie également de créer le vôtre, votre propre podcast. Et bien pour cela, je vous ai concocté avec amour une formation en vidéo qui vous dit tout sur la manière de réaliser un podcast. 25 vidéos qui expliquent comment faire sur le plan technique, journalistique, marketing, commercial, etc. Un tour d'horizon complet, bourré de conseils pratiques. Et pour les auditeurs de Monde Numérique, une offre spéciale bien sûr. Jusqu'à fin novembre, 20% de réduction sur le prix de cette formation. C'est le Black Friday en quelque sorte. Il suffit d'aller à l'adresse formationpodcastpro en un seul mot.com. Le lien est dans la description de cet épisode. Et d'utiliser le code podcast24. Voilà, formation podcast pro, je vous attends. Si le podcasting vous titille, n'hésitez pas. L'actu de la semaine. Si cela se fait, ce sera un événement historique pour Google et pour la tech. Le gouvernement américain réclame donc la scission de Google. Il veut l'obliger à se séparer de Chrome, son navigateur web, et même d'Android. Décision spectaculaire donc annoncée cette semaine, mercredi 20 novembre, qui fait suite à une décision de justice rendue en fait l'été dernier, qui évoque des pratiques illégales de la part de Google visant à asseoir et à maintenir son monopole sur la recherche en ligne. Et oui, car aux États-Unis, on peut faire du business tant qu'on veut, mais on ne rigole pas avec les questions de monopole. Donc, si Google devait être amené à se séparer de Chrome, ce serait une véritable amputation, car ça fait vraiment partie intégrante aujourd'hui de son business. C'est le navigateur le plus utilisé au monde. C'est la porte d'entrée royale vers le moteur de recherche Google Search, puisque, on le sait en tant qu'utilisateur, même si on peut modifier les réglages manuellement, eh bien c'est Google qui est moteur par défaut de Chrome. Alors, cela dit, pour l'instant, ne nous affolons pas, rien n'est joué. La justice devra étudier la question et se prononcer sans doute en août 2025. On a donc le temps de voir venir. Et en plus, on ne sait pas encore en réalité quelle sera la position de la future administration Trump sur ce sujet. Mais il est certain que les mois qui viennent vont être sans doute très actifs pour les avocats de Google.
Qui a coupé le câble sous-marin Sea Lion 1 qui relie la Finlande à l'Allemagne ? C'est la grande question depuis lundi 18 novembre, après qu'une défaillance a été détectée sur ce câble long de 1173 km utilisé pour les communications électroniques. Un câble visiblement sectionné en pleine mer Baltique, dans les eaux territoriales suédoises, à environ 700 km d'Helsinki et à peu près à mi-parcours sur la totalité de la longueur du câble. Les communications et connexions Internet dans cette zone ont donc été affectées, mais heureusement, les communications ne sont pas interrompues puisque, grâce à la magie des réseaux, il est possible de détourner le trafic vers d'autres câbles, le temps que les réparations aient lieu, mais ce qui peut prendre plusieurs semaines. Qui a fait le coup ? Les regards se tournent vers la Russie et les soupçons se portent sur un navire chinois certes, mais qui était parti d'un port russe avec un capitaine russe. Alors, ce n'est pas la première fois, évidemment, qu'un câble de télécommunication comme ça est endommagé. Un autre câble sous-marin reliant la Suède à la Lituanie avait été endommagé la semaine précédente. On sait depuis longtemps que ces câbles sont des points sensibles qui sont à la fois résistants aux intempéries, mais vulnérables aux malveillances et qui peuvent faire les frais à tout instant de tensions internationales. Les spécialistes expliquent que l'on voit en permanence d'étranges navires de pêche naviguer comme par hasard dans les régions où il y a des câbles. Alors malheureusement, impossible de surveiller en permanence tous ces câbles et donc la solution, c'est d'en installer beaucoup pour faire face aux éventuelles défaillances. Est-ce le début d'un exode ou bien un simple épiphénomène ? En tout cas, des médias annoncent à nouveau avec fracas qu'ils ont décidé de quitter le réseau social X. Ils en ont marre des frasques d'Elon Musk, de l'algorithme de la plateforme aussi qui privilégie, il faut bien le dire, les pires contenus. Donc cette semaine, c'est le journal français Ouest France qui a fait savoir qu'il fermait son compte sur X. Ouest France, c'est quand même le premier quotidien français, en tout cas en version papier. Et il n'est pas le seul. D'autres ont suivi, notamment le britannique The Guardian ou encore le journal espagnol La Vanguardia. Voilà, s'il y avait déjà eu une vague de départ, il faut le rappeler, l'année dernière, en 2023, notamment du New York Times, du Washington Post ou encore de la radio publique américaine NPR. Mais comme les réseaux sociaux, c'est important malgré tout pour les médias, eh bien ils doivent se rabattre sur d'autres réseaux. Alors, on les retrouve notamment sur Blue Sky ou sur Mastodon. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde, notamment sur Blue Sky. On en parlait la semaine dernière dans Monde Numérique. On était à 16 millions d'utilisateurs il y a 8 jours. On est à 21 millions cette semaine. Ça monte, on sent qu'il se passe quelque chose. Même s'il faut bien l'avouer, Blue Sky est encore, d'abord techniquement en retard déjà, il manque certaines fonctionnalités par rapport à X, et puis honnêtement, on s'y ennuie vite, il y a peu d'activité, c'est très calme sur Blue Sky, et puis il y a encore assez peu de francophones pour l'instant. Enfin, rien ne dit que le calme relatif qui règne sur Blue Sky ne sera pas rapidement troublé par l'arrivée des haters et autres trolls qui ne manqueront pas de se ruer donc sur ce nouvel espace si jamais son audience devait devenir vraiment significative. On termine ce tour d'horizon de l'actualité tech avec une histoire de voiture. Peut-être vous souvenez-vous de cet accident mortel qui avait eu lieu à Paris en 2021 avec une Tesla Model 3. Un taxi avait provoqué un gros accident dans le 13e arrondissement de Paris, rue de Tolbiac, faisant 1 mort et 21 blessés, et pas mal de dégâts matériels. Et le chauffeur avait accusé à l'époque le pilote automatique de sa Tesla en expliquant que la voiture se serait soudain emballée. Alors déjà à l'époque ça paraissait assez peu crédible, mais on a maintenant le fin mot de l'histoire avec un rapport du bureau enquête accident français qui vient d'être rendu public. Résultat, comme on le pressentait, non, ce n'était pas la faute de la voiture. En fait, le chauffeur a visiblement tout simplement confondu la pédale de frein et la pédale d'accélérateur et il s'est laissé surprendre par l'accélération de sa Tesla. En gros, il n'avait visiblement pas l'habitude de la puissance d'une voiture électrique comme celle-ci et il aurait paniqué avec les conséquences tragiques que l'on a pu constater. L'actu tech, ça continue tout de suite dans Monde Numérique. On traverse l'Atlantique pour retrouver mon camarade Bruno Guglielminetti comme chaque semaine. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Ravi de te retrouver. Quel temps fait-il à Montréal ?
Beaucoup plus beau qu'à Paris. Ben C'est que oui. chez nous, la neige n'est pas encore arrivée. En tout cas, à Montréal, la neige n'est pas là, tandis que chez vous, c'est déjà Chez nous. Noël. Et puis c'est un sujet de discussion. Puis alors, au moment où on enregistre, effectivement, on est sous la neige. Mais je pense qu'au moment où les gens écouteront, Ouais, c'est vrai. apparemment, ce sera le redoux. Donc Ouais, ouais, voilà. ça sera la Côte d'Azur à Paris. Exactement. Dis-moi, Bruno, cette semaine, c'est Microsoft qui a fait l'actu sur ton continent en plus. Ben oui, à Chicago, c'était la grande fête annuelle de Microsoft. Je pense qu'ils ont, ils ont balancé quelque chose comme 800 annonces. C'est énorme. Waouh. Beaucoup de services, beaucoup de nouvelles fonctionnalités. J'en ai parlé presque à tous les jours dans 120 secondes de tech. Puis, mais il y a deux trucs que je trouve importants. Et il y en a un, notamment, c'est l'arrivée du mini PC dans l'univers Windows. Ça fait longtemps que ça existait du côté des Mac, mais là, c'est comme si j'allais dire le baiser de Judas, c'est pas ça, mais c'est la première fois que Microsoft embrasse ce genre de petit boîtier, alors que ça fait un moment que ça existe aussi dans le monde Windows, là, mais ce petit boîtier qui va permettre d'utiliser de façon plus simple et de façon plus discrète le monde Windows. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors c'est bien, c'est marrant, ça arrive après l'annonce d'un nouveau Mac Mini. Ben oui, quel adon. Voilà, mais c'est pas du tout la même chose, si j'ai bien compris. C'est un petit appareil qui est réduit à sa plus simple expression. C'est une espèce de terminal idiot, en fait, non? Ben, pas vraiment idiot parce qu'il y a quand même un processeur qui roule là-dessus, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus près d'un Chromebook Ouais, voilà, qui c'est permet ça. d'accéder à l'écosystème de Google en ligne que le Mac Mini qui permet quand même de faire du montage vidéo super puissant. Sauf que pour la majorité des gens qui nous écoutent, ce type de mini ordinateur-là qui coûte quelque chose comme 350 $ US, là, ça va faire amplement l'affaire. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et quand je disais que je trouvais ça intéressant que Microsoft embrasse ce type d'outil-là, c'est que tranche de vie. Moi, ça fait un moment là maintenant que j'ai laissé tomber la grande tour dans mes outils Windows. Ben, pour utiliser un petit Mac, pas un Mac mini, mais un PC mini. C'est un truc chinois, mais j'adore ça. Ça prend beaucoup moins de place. Ça me donne le même rendu. Je fais du montage audio, vidéo là-dessus et c'est beaucoup plus simple et c'est discret. Ouais. Ah, c'est amusant. Et donc, tu as c'est quand même ton ordi fixe et tu as à côté un ordi portable, c'est ça? Oui, mais là, ordi portable, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un Mac et puis je l'utilise quand je pars, quand tu pars sur la route faire des histoires. Ouais. Ah, moi, c'est petite parenthèse dans notre débrief, mais c'est vrai que c'est amusant. Moi, c'est pas la même configuration. Moi, j'utilise uniquement un portable, en fait. Tu m'avais pas dit que tu avais une salle de serveur, toi? Si, absolument. Avec, il y a 4 personnes en permanence qui se relaient, plus la sécurité, plus la climatisation, etc. Ouais. Voilà, j'ai dû supprimer la moitié de mon appartement. Non, plus sérieusement, moi, j'avais à un moment ça, 2 ordi, un fixe et un portable. Et puis, en fait, je suis revenu et c'était pas mal parce que les documents se synchronisaient automatiquement, mais il y avait quand même parfois des petites surprises et des petits délais. Et du coup, je suis revenu à la configuration uniquement le portable, le laptop. Et moi, je passe tranquillement, allègrement, du bureau à d'autres pièces de la maison ou ailleurs, etc. Mais j'emporte toujours ma machine que je branche et que je débranche ensuite sur un grand écran éclairé. Mais toi, tu as une grande résidence. Moi, j'ai un petit appartement. Mais c'est cela, oui, n'importe quoi. À part ça, Bruno, il y avait aussi... Mais il y a autre chose, là, oui. Voilà. Alors, je veux pas qu'on l'oublie, lui. Non, on va pas l'oublier, t'inquiète pas. Déjà, il y avait un truc sur moi qui a retenu mon attention cette semaine sur les agents d'intelligence artificielle, mais on va pas en parler. Moi, t'en as parlé cette semaine. Absolument, j'ai fait un billet un peu spécial là-dessus parce qu'il y a plein de choses à dire, mais surtout si on reste sur le côté matériel, il y a eu des annonces également en matière de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Ouais, ben là, tu penses au Quest, le casque de Meta, qui va permettre à compter, c'est dans 2 semaines, 2-3 semaines, à compter de décembre, qui va maintenant accueillir Windows 11 dans son écosystème et donc les gens, un peu comme le Vision Pro, mais à 4500 $ de différence. De moins? De moins. Ils vont pouvoir donc, à partir d'un Quest 3 ou d'un Quest 3S, qui coûte déjà beaucoup moins cher que le Vision Pro, 4500 $ de moins. Ouais, voilà, c'est ça, tout à fait. C'était ça, ma blague. Bon. Ok, pardon, oui, non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, Microsoft, là, c'est pas un appareil Microsoft, c'est juste Windows 11 qui va devenir compatible avec le Quest. J'aime bien ton juste, mais oui, effectivement. Quand même, hein. Pardon, excuse-moi de minimiser ton idole Microsoft et ton idole Windows, hein. Pardon. Ben non.
Ben, je sais, t'es pardonné. Bon, je t'ai qu'est-ce que tu veux? interrompu. Finis ta démonstration. Oui, non, c'est ça. Alors, ce que je te disais, c'était que donc, à partir du mois de décembre, pour les gens qui possèdent un de ces deux casques-là, dépendamment de la version, vous pourrez accéder à des écrans Windows 11 sur votre casque, comme si vous étiez devant votre ordinateur. Exactement ce que le Vision Pro fait, pour beaucoup plus cher. Et ça, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui ont investi donc ce 500 $ dans un casque, parce que ça permet de pouvoir l'utiliser pas uniquement pour le divertissement, mais maintenant de l'utiliser avec plusieurs écrans devant soi et de vraiment pouvoir travailler, accéder à des documents, regarder des films si on veut, si on utilise son ordinateur pour ça. Mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui veulent travailler de plus en plus dans un environnement immersif. Ça veut dire que, effectivement, c'est peut-être vraiment une des directions pour le futur. On parlait à l'instant de nos configurations respectives. Mhm. Bah, demain, peut-être qu'on utilisera de temps en temps le laptop, le portable, de temps en temps l'ordinateur de bureau, ou plus vraisemblablement à la place le Quest pour avoir, enfin le Quest ou en tout cas un masque connecté pour son environnement de travail. Hein, c'est peut-être ça vraiment la configuration de demain, tranquillou dans le fauteuil. Et chez Microsoft, ils ont appelé ça comment? L'informatique spatiale? Spatial computing, comme chez Ouais, Apple? ben, c'est drôle, hein, parce que tu dis ça, puis ça m'a bien fait rire. À un moment donné, il y a des gens qui disaient qu'ils devaient laisser tomber le nom copilote pour parler de Microsoft Intelligence. C'est Ouais. pour te dire comment il y a des gens qui regardent de l'autre côté de la clôture. Mais non, Mhm. pour le moment, on est dans c'est le service Windows. Windows. Bon, écoute, non, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est une annonce intéressante. Je suis tout à fait d'accord. On a hâte de voir si c'est aussi bien en vrai que dans la petite vidéo de démonstration, parce que bon, parfois on peut avoir des surprises hein, sur ce truc-là. Ouais. Donc ça, Hey Jérôme, ouais, moi, soyons vraiment transparents, pendant qu'on branchait nos caméras, nos fils et compagnie, là, tu me racontais que tu viens de faire une expérience avec ChatGPT à ton ouais, sujet. tout à Ça, c'est fait. pas du narcissisme. Donc, tu as demandé ce qu'il savait à ton sujet. Oui, alors bon, ça c'est un truc classique, hein, depuis longtemps, on se dit sur ChatGPT, c'est les premiers tests qui avaient été faits, on se dit ah, on teste, est-ce qu'il me connaît, etc. Mais là, bon, bah ChatGPT c'est devenu un ami hein, pour beaucoup de gens et notamment pour Ben, moi. une amie dans ton cas. Et alors oui, pour la version vocale, c'est une amie, mais sur mon ordinateur, je sais pas, je vois plutôt comme un ami. Bref, de toute façon, il parle pas, c'est que du texte. Mais je lui ai demandé ce qu'il savait sur moi. Et effectivement, sa première réponse était étonnante parce qu'il m'a dit ah ben pas du tout, mais moi je ne sais rien, je ne connais pas votre nom, je ne connais pas vos goûts, vos machins, etc. Je lui dis je lui dis bon alors par rapport à tout ce que je t'ai raconté et demandé ces derniers mois, est-ce que tu pourrais brosser mon portrait? Et alors là il s'est lâché. Hein. Oh. Il m'a tout sorti, donc en détail. Ça s'intitulait Portrait de Jérôme Colombin. Il y a tout. Me parle de mon travail. Il me dit, il sait que j'ai une voiture électrique. Il sait que j'aime la ratatouille. Il se trompe un petit peu. Il sait que j'ai des amis qui s'appellent François Sorel et Bruno Guglielminetti. Et puis il se trompe un peu. Enfin, je dirais j'ai fait un épisode spécial de Monde Numérique pour raconter tout ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant. C'est exact à 80-90%, on va dire, mais il y a une petite marge d'hallucination, pas d'hallucination, de confusion en réalité. Il me sort que j'ai un chien, que j'aime la trompette, etc. Et en fait, bien c'est ce que j'explique dans ma chronique, c'est que je pense que ça vient en réalité de recherches qui ont été faites non pas par moi, mais plutôt par ma fille ou par ma femme qui utilise le même compte parfois Et donc, une serait que moi. intéressée par la trompette et l'autre voudrait un chien. Alors sur le chien, ça me surprend pas. Sur la trompette, j'avoue que je suis tombé des nues. Je ne sais pas d'où vient cette histoire de trompette. Mais est-ce que ChatGPT pourrait avoir un accès plus direct à ton subconscient? C'est la Alors, question que je me pose. je ne sais pas, je vais pas poser la question. En revanche, je lui ai posé plein de questions sur je lui ai demandé si c'était pas un peu gênant qu'il sache tout sur moi. Alors il s'est défendu, il m'a dit que non, c'était pour mettre plus de contexte dans les réponses. Et je pense que c'est ça le point qui est important, c'est que on pourrait, par rapport à cette anecdote que je raconte, avoir peur et se dire « Oh là là, mais c'est horrible, c'est nos données qui sont à nouveau captées ». Mais en réalité, c'est vrai que c'est
c'est très intéressant qu'il fasse ça parce que ça lui donne de la mémoire, ça lui donne beaucoup de profondeur. Et par exemple, aujourd'hui, quand je lui demande de me faire un petit travail de me faire une petite bio, de me rédiger un petit portrait de moi dont j'ai besoin pour le boulot, etc. Et ben, en 2 clics, en fait, en 3 mots, il me le fait parce qu'il me connaît déjà. Et du coup, j'apprécie énormément qu'il me connaisse. Je lui parle de ma formation au podcasting, là, donc j'en ai beaucoup parlé. Quand je lui pose des questions là-dessus, il sait tout. Il sait comment ça s'appelle, il sait combien ça coûte, il sait quand ça a été préparé. Donc, c'est ça aussi. On rentre, je trouve, dans un nouveau paradoxe où, d'un côté, on va avoir envie que les IA sachent tout de nous, mais d'un autre côté, ça risque aussi de poser des problèmes de vie privée. Mais je t'écoute, puis j'ai l'impression que la prochaine étape dans l'interface relationnelle de l'intelligence artificielle, ça va être de commencer à prendre des nouvelles. Par exemple, de dire, puis comment ça fonctionne ton podcast? Comment va tel projet que tu as démarré? Là, on va avoir, ça sera rendu à un autre niveau. Ah ouais, bien sûr, mais c'est déjà un peu ça, hein. Tu peux déjà c'est ça aussi quand, je me demande si on pourrait pas lui poser des questions du genre, bah, voilà, quand est-ce que ma voiture est tombée en panne? Et puis il va me ressortir, la date. Ah, ça, C'était quoi le problème? Et cetera, et cetera. Une espèce de mémoire annexe, quoi. Alors quand tu vois que, par exemple, dans les écoles, les enfants confient de plus en plus leurs devoirs à ChatGPT et que les profs sont en panique, ils se demandent à quoi ça sert de donner des devoirs à la maison, ben, c'est la preuve qu'une fois de plus en plus, on va transférer une partie de notre cerveau dans ces cerveaux artificiels. Mais tu vois, ce que tu dis, ça, c'est parce que c'est ChatGPT. Mais si tu utilises c'est pareil Copilot, avec... Mais non, mais c'est ça. Mais si tu utilises Copilot ou tu utilises Gemini, qui sont embarqués dans leur écosystème, ah ben là, eux ont accès à toute cette information. Ben voilà, oui, exactement. tout à fait. Alors, ta panne, ton rendez-vous et le dernier resto où tu as été, ces outils-là, eux vont le savoir parce qu'ils ont accès à cette information-là. Alors, et c'est là la différence aujourd'hui entre ChatGPT et les autres. Ouais, mais je ne sais pas s'ils le sauront. En tout cas, est-ce qu'ils diront qu'ils le savent? C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'ils vont comme ça agréger plein d'infos. Il va falloir donner des autorisations. Il y aura des niveaux d'autorisation, tu vois. Ce sera pas open bar par défaut en réalité. Parce qu'il faut savoir quand même, il faut dire aux gens qui pourraient être inquiets de cela que on peut se protéger contre ça. Il y a des réglages à faire. Tout à fait. Il y a des règles. On peut dire à ChatGPT de pas tout enregistrer. Déjà, quand on n'a pas la version payante, je crois qu'il enregistre moins de choses, il a moins de mémoire. Ensuite, on peut demander un effacement des données après coup. On peut lui demander qu'il oublie des choses, etc., etc. Mais en tout cas, tu parles de Copilot, etc. L'expérience que j'ai faite, je crois, d'après les retours que j'ai eus sur les réseaux sociaux, c'est à peu près la même chose avec Claude d'Anthropic ou avec d'autres IA, en fait. Avec Mistral, par exemple. D'ailleurs, parlant de Mistral, tu as vu, non, mais ils ont, avec leur chat ou leur chat, ils ont monté d'un cran, là. Ouais, ça commence à être compétitif avec, bien sûr que ça va être Claude compétitif. Non, mais ça l'était pas auparavant. Mais là, ça l'est. Moi, je l'ai utilisé quelques fois cette semaine et j'étais vraiment agréablement surpris du rendu. Donc, tu es content des petits Français, de l'IA à la française, alors? Ben, comme on dirait chez nous, ils sont pas pires. Bon. Ça promet. De quoi parles-tu cette semaine dans ton podcast, dans ton carnet, Bruno? Ben, écoute, dans mon carnet cette semaine, notamment, je parle avec le grand patron du RISC, qui est le grand réseau informatique qui dessert le monde de l'éducation postsecondaire et le monde de la recherche au Québec. C'est leur 35e anniversaire. C'est un peu eux qui sont derrière l'histoire du réseau Internet au Québec. Et puis, c'est un clin d'œil à leur savoir-faire. Aussi, puisqu'on est dans le monde de l'informatique au Québec, il y a Calcul Québec, qui est l'organe qui gère la super puissance de calcul pour les centres de recherche, qui vient de rendre disponible son ordinateur quantique. Un ordinateur quantique québécois, fait entièrement au Québec. Wow. De A à Z. Entièrement à la main, il fonctionne à la poutine? Non, pardon. Oui, non, au caribou. Il fonctionne au jus de caribou. Exactement. D'ailleurs, il sent le sapin. Je t'inviterai quand tu passeras à Montréal. Et puis, sinon, je parle avec un avocat qui vient nous raconter des histoires abracadabrantes de l'utilisation de l'intelligence artificielle et des poursuites qui ont été autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative. C'est loufoque comme histoire et c'est Gaspard Petit qui vient nous parler de ça. Alors, ça ressemble à ça. Jérôme Colombin, merci d'être passé comme ça chez nous. Et merci, Bruno Guilminetti, pareillement.
j'invite mes auditeurs à aller écouter Mon Numérique tout de suite après l'écoute de mon carnet. Et puis sinon, te retrouver pendant la semaine, tu es là aussi présent pour tes différents billets, que j'aime bien d'ailleurs, autant en audio ou par écrit. C'est gentil, Bruno. Vraiment bien foutu. Tout comme tes 120 secondes de tech qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de la tech au quotidien. Merci Bruno. Salut, à la semaine prochaine. Ciao. L'innovation de la semaine. Si vous avez déjà été victime d'un arnaqueur par téléphone, vous serez sans doute heureux de savoir que l'arme fatale contre ce fléau existe peut-être, et l'arme fatale, c'est l'intelligence artificielle. En l'occurrence, c'est un avatar, une adorable grand-mère qui s'appelle Daisy. Vous en avez peut-être entendu parler cette semaine sur les réseaux, une grand-mère virtuelle, mise au point par un opérateur britannique pour lutter contre les démarcheurs téléphoniques. Alors, le principe est simple, puisqu'on sait que le meilleur moyen de se venger de ces démarcheurs, parfois arnaqueurs, qu'on appelle aussi des brouteurs, c'est de leur faire perdre du temps, leur faire passer un maximum de temps au bout du fil. Comment ? En leur faisant la conversation, tout simplement. Or, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT, on peut vraiment tenir des conversations avec un réalisme incroyable. Daisy, la grand-mère charmante mais un peu casse-pied pour les démarcheurs, répond donc aux appels téléphoniques et peut discuter avec eux pendant des heures. Elle fait mine de ne pas comprendre ce qu'on lui raconte, tout d'abord, ou de comprendre tout de travers, et puis ça ne l'empêche pas d'en venir à raconter des histoires sans queue ni tête. Elle parle de sa vie, elle parle de ses petits-enfants, de son chat, de ses recettes de cuisine, etc. Alors tout cela est en anglais, si vous avez vu la vidéo qui circule actuellement sur les réseaux. Elle a une voix sympathique et chaleureuse. Bien sûr, elle est maligne, donc elle évite de divulguer ce que les brouteurs aimeraient bien avoir, en l'occurrence des informations sensibles comme ses numéros de carte bancaire par exemple. À l'autre bout du fil, l'escroc n'en peut plus, il s'impatiente, car les conversations peuvent durer de longues minutes, parfois même de longues dizaines de minutes. Dans la vidéo de démonstration mise en ligne, on en entend un qui pète les plombs en expliquant que ça fait déjà 1 heure qu'ils discutent et que ça commence à faire long. Évidemment, comme c'est un système informatique, un logiciel, Daisy peut même prendre plusieurs brouteurs en même temps, simultanément, et c'est autant de temps que les escrocs ne passeront pas avec de véritables victimes. Donc c'est plutôt positif. Alors on ne sait pas exactement comment ça fonctionne sur le fond. L'opérateur britannique, qui est donc O2, n'a pas donné beaucoup de précisions techniques. On sait seulement que ça a été mis au point avec un YouTuber anglais, Jim Browning, qui est spécialisé dans les attaques contre les arnaqueurs téléphoniques. C'est donc une première, cette Daisy boostée à l'intelligence artificielle, mais on serait surpris que d'autres opérateurs ne prennent pas le relais pour développer eux aussi leur propre Daisy, parce que ça ressemble quand même à une très bonne idée. Reste un petit problème cependant, c'est qu'il faut que les arnaqueurs appellent Daisy pour tomber sur elle, pour que ça marche. Et pour cela, l'opérateur en question a une idée plutôt maligne. Il est allé insérer le numéro de téléphone de Daisy dans des listes de numéros qui circulent sur le darknet et qui sont régulièrement utilisés par les escrocs. Monde numérique, le meilleur de la tech. L'intelligence artificielle au service de l'enseignement. On en parle souvent, c'est une grande question depuis l'arrivée de ChatGPT il y a 2 ans. Cette semaine, on va s'intéresser à 2 initiatives intéressantes. Tout d'abord, l'une qui émane de la société française Lingeo, spécialisée dans l'apprentissage des langues à distance, et qui a lancé un nouveau système baptisé ILAT, d'apprentissage des langues grâce à l'intelligence artificielle. Et je suis très heureux d'accueillir dans Monde Numérique cette semaine l'un des grands noms de l'IA française, Luc Julia, qui est proche de cette société et qui va nous en parler. Ensuite, on ira dans les labos de l'INRIA à Bordeaux, retrouver Pierre-Yves Oudeyé, qui co-signe un livre sur l'IA à destination des plus jeunes, des enfants, des collégiens et aussi de leurs parents et de leurs professeurs. Et puis surtout, il nous parlera de ses travaux qui portent sur le mécanisme de l'apprentissage et sur ce qui nous donne envie d'apprendre. Et donc là où l'intelligence artificielle peut nous aider. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour Luc Julia. Bonjour Jérôme.
spécialiste de l'intelligence artificielle et qu'on ne présente plus, mais que l'on retrouve aujourd'hui pour parler d'une entreprise française qui s'appelle Lingeo, qui lance un outil présenté comme révolutionnaire ou en tout cas très innovant pour l'apprentissage des langues. Ça s'appelle ILAT. Et vous êtes en grande partie derrière ce ILAT. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce truc-là ? Alors, je ne vais pas dire que je suis en grande partie derrière eux. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de les avoir comme stagiaires il y a 20 ans. On a à cette époque-là, on travaillait sur une compagnie d'éducation. Et donc, on avait des idées déjà un peu particulières, surtout de personnalisation. L'idée, c'était de dire, si on veut motiver les gens pour apprendre une langue ou pour apprendre à lire ou pour des choses comme ça qui sont un peu compliquées, eh ben on va leur fournir du contenu qu'ils aiment bien, du contenu qui les touche. Et là, ILAT, quand ils sont venus me présenter le projet il y a quelque temps et qu'ils m'ont expliqué qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle, en l'occurrence des modèles style LLM, style ChatGPT, pour générer du contenu qui allait s'adapter à l'entreprise particulièrement ou aux choses qui allaient être de l'intérêt des gens, je leur ai dit c'est super. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné quelques petits conseils qu'ils ont bien suivis. Donc ILAT, c'est la fin de Brian is in the kitchen, c'est-à-dire ces histoires avec lesquelles on a appris l'anglais et qui n'intéressaient personne. Exactement, c'est ça. C'est exactement le truc que déjà il y a 20 ans, donc dans notre boîte qu'on appelait à l'époque Speak ESL, donc qui était dans la Silicon Valley, où on disait arrêtons d'essayer de faire apprendre aux gens des trucs avec des choses qui n'ont rien à faire et donnons-leur donc le contenu. S'ils aiment le foot, donnons-leur du contenu de foot et ça va les motiver pour lire en anglais sur le foot. Et là, ILAT, c'est exactement ça. Là, c'est plus orienté professionnel. Donc, on a très facilement, il y a un petit questionnaire sur l'entreprise et donc ça génère des contenus qui vont être complètement adaptés à l'entreprise et ça va permettre donc de faire des tests, ces fameux tests de niveau A1, B1, etc. Ils vont être complètement adaptés à l'entreprise elle-même et ils gardent quand même la validation de ces tests. Donc, c'est assez impressionnant en fait. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2024 pour ça ? Est-ce que vraiment c'est l'IA d'aujourd'hui qui permet ça, qui ne permettait pas avant ? Alors, on aurait pu avant faire des choses très spécialisées, très personnalisées, en donnant le choix aux gens. Mais c'est compliqué, les gens, ils sont un peu feignants pour faire eux-mêmes, même dans les entreprises où ils ont plein de gens qui vont s'occuper des formations. Et ils vont dire, ça m'emmerde de créer le contenu. Là, le contenu est créé automatiquement grâce à ces IA génératives qui, par définition, génèrent. Et donc, comme elles peuvent générer n'importe quoi, et quand on va leur donner les carcans de ce n'importe quoi, donc quand on va leur dire tu génères dans ce domaine-là, ces IA génératives sont très très fortes pour générer des trucs et à l'infini. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient très facile du coup pour pouvoir faire en sorte que les gens ne soient pas juste bored, comme on dit bored en français, qu'ils s'ennuient pas. Donc en fait, c'est-à-dire que le système, c'est que je lui dis, moi, mon métier ou le poste auquel j'aspire, c'est vendeur de photocopieurs ou vendeur de porte-avions nucléaires. Il va adapter les cours à mon profil. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, il va vous poser les questions qui vont bien autour du photocopieur et tout ça. Et donc, ça va générer beaucoup de contenu autour de ça et tous les tests qui vont être faits, il y a quand même 30 minutes de tests, donc c'est des tests oraux dans les deux sens, donc j'écoute, je parle, c'est des textes écrits, j'écris et je lis, et donc tous ces tests vont être complètement spécifiquement faits autour de la vente de la photocopieuse. Mais est-ce qu'on sait si ça donne vraiment de meilleurs résultats ? Ah oui, mais ça fait longtemps en fait qu'on sait ça. C'est-à-dire que nous, à l'époque, donc il y a 20 ans, on travaillait avec des psychologues, on travaillait avec des éducateurs. Alors moi, je suis pas éducateur de haut niveau, mais on travaillait avec des éducateurs de haut niveau qui donnaient des résultats absolument extraordinaires. Cette implication dans le contenu fait que, on comprend, ça paraît logique, mais ça marche vraiment, oui, bien sûr. La prochaine étape, c'est les avatars, discuter avec un personnage entièrement de synthèse. Oui, faut pas trop anthropomorphiser les choses, c'est-à-dire qu'il faut pas croire que c'est parce qu'on va avoir un avatar qui ressemble à un humain que ça va être un humain. Donc je pense que là, le fait de faire ça avec des tests, je crois que c'est intéressant parce que le test, c'est la porte d'entrée pour pouvoir savoir comment et pour pouvoir donner une idée justement à l'éducateur humain quels sont les points sur lesquels qu'il insiste pour des personnages, pour des personnes particulières. Mais je pense que garder l'humain et garder l'interaction avec des humains, ça va être beaucoup plus intéressant, même pour apprendre. Parce que
apprendre avec un avatar, avoir un avatar en permanence, je pense que le lien social peut jamais vraiment se faire, même si l'avatar a l'air vraiment complètement humain. On peut quand même détecter au bout d'un moment une certaine fatigue. Merci Luc Julia. Avec plaisir, Jérôme. Voilà, Luc Julia, que l'on ne présente plus, co-inventeur de Siri, actuellement directeur scientifique de Renault, et que l'on peut retrouver d'ailleurs en ce moment sur Arte dans un super documentaire que je vous recommande, où il nous fait visiter la Silicon Valley où il vit depuis des années. Bonjour Pierre Evoudaillé. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au centre INRIA, l'Institut de la recherche en informatique à Bordeaux. Et vous signez un livre qui vient de sortir sur l'intelligence artificielle. Ça s'appelle « C'est pas moi, c'est l'IA » aux éditions Nathan. Alors, il faut dire que vous travaillez sur ces sujets depuis longtemps et en particulier sur les rapports entre les IA, les machines et les enfants, c'est ça ? Alors, plus précisément, dans mon équipe de recherche, on s'intéresse à essayer de comprendre les mécanismes de la curiosité, à la fois chez les humains et chez les machines. Donc ça veut dire essayer de savoir quels sont les mécanismes du cerveau chez l'humain qui vont pousser l'enfant, mais aussi les adultes, à explorer spontanément pour apprendre, pour découvrir quel rôle ça peut avoir. Et puis comment est-ce qu'on peut modéliser ça dans des systèmes d'intelligence artificielle pour les rendre plus autonomes, plus flexibles, mais même plus fondamentalement, en fait, on utilise des machines d'intelligence artificielle pour modéliser et mieux comprendre les humains. Donc ça nous a amené à développer plusieurs nouvelles théories qui ont ensuite donné lieu à des expérimentations et d'ailleurs qui ont été vérifiées pour certaines d'entre elles. C'est-à-dire, on peut donner un exemple ? Donc par exemple, une théorie qu'on a développée depuis un certain nombre d'années, c'est l'idée que ce qui intéresse le cerveau quand il est dans un état de curiosité, alors souvent on a l'impression que c'est la nouveauté, la surprise, mais en réalité c'est quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est ce qu'on appelle le progrès en apprentissage. Donc c'est-à-dire par exemple une activité dans laquelle au début on va avoir un petit peu de mal, mais si on y passe un peu de temps, on va s'apercevoir qu'on s'améliore. C'est ça le progrès en apprentissage. Et donc ça, d'abord on a développé cette théorie en réfléchissant de manière un petit peu abstraite à quels sont les mécanismes qui pourraient guider un individu pour explorer efficacement un environnement qui est très grand, très large. Par exemple, imaginons qu'on ait un robot, il connaît rien au début de son corps, il connaît rien de l'environnement, il faut qu'il le découvre, qu'il apprenne à prédire ce qui va se passer, quelle expérience il va faire pour collecter des données utiles. Et on s'est aperçu que explorer en essayant d'aller dans les activités ou les parties où il fait du progrès en apprentissage, c'était très efficace. Donc ça nous a amené à générer l'hypothèse que peut-être, eh bien, chez les humains, il y avait quelque chose de similaire. Et donc, on a mis, par exemple, en place des paradigmes expérimentaux où on donnait à des humains différentes activités, des petits jeux qui avaient des difficultés d'apprentissage différentes. Certains étaient même triviaux, d'autres carrément impossibles. Et puis, on leur disait, bah voilà, vous êtes libre d'explorer comme vous voulez ce qu'il vous plaît, les différentes activités. Et puis, on a regardé la manière dont ils s'organisaient pour explorer. Et puis, on a utilisé des outils mathématiques pour essayer de savoir c'était quoi les mesures dans leur cerveau qu'ils utilisaient pour organiser leur exploration. Et on a effectivement découvert que le progrès en apprentissage était une des mesures les plus importantes. C'est-à-dire que c'est presque plus important que le QI. Enfin, on peut comparer ça ou ça n'a rien à voir ? Alors, c'est un petit peu différent. Ce qu'on appelle le QI, c'est certaines capacités du cerveau qui sont mesurées par des outils de psychologie très particuliers et qui d'ailleurs souvent sont présentés comme mesurés entre guillemets l'intelligence des personnes, mais en réalité ça mesure que certaines formes extrêmement particulières d'intelligence. Par ailleurs, le QI s'intéresse pas du tout à la manière dont certains savoir-faire cognitifs en mathématiques, en maîtrise de la langue, certaines formes de créativité peuvent se développer au cours du temps. Et nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. C'est quoi les mécanismes d'apprentissage qui permettent de s'améliorer au cours du temps? Comment est-ce que l'enfant passe d'un état où au début, finalement, il connaît pas grand-chose du monde, de son corps même, il connaît pas grand-chose des interactions sociales, il sait pas parler, et puis très vite, en quelques années, il va être capable d'apprendre tout un tas de choses. Et pour apprendre, ce qui est absolument clé, c'est qu'il faut pratiquer, il faut faire des erreurs, il faut explorer. Et les enfants explorent
de manière extrêmement sophistiquée. Ils s'intéressent pas à tout et n'importe quoi. On a l'impression, évidemment, nous, en tant qu'adultes, quand on les voit explorer, que voilà, parfois ça peut être un petit peu désorganisé, mais en réalité, quand on prend l'œil du scientifique, qu'on regarde ce qu'ils font, c'est souvent très malin. Et du coup, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait probablement des circuits neuronaux dans leur cerveau qui récompensaient leurs explorations quand ils sont en train de faire du progrès quelque part, et que ça, c'était une manière d'explorer qui était extrêmement efficace. Voilà. Et qui provoque de la satisfaction, du coup. Et qui provoque du plaisir d'apprendre, de la satisfaction, littéralement de la libération de dopamine, molécules qui génèrent du plaisir dans le Ouais. cerveau. Et voilà, donc, et ça, c'est très important. Et c'est ça d'ailleurs aussi qui nous a amené un tout petit peu plus tard dans ces projets de recherche à nous intéresser à des applications de ces idées. Alors, à des applications à la fois dans le domaine de l'intelligence artificielle assez fondamentale, comment est-ce qu'on peut faire des machines, des robots, mais aussi des logiciels qui vont être capables d'explorer un domaine avec des mécanismes similaires pour s'auto-améliorer. Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut aussi construire des outils, par exemple des logiciels éducatifs qui vont aider les enfants ou les adultes à apprendre de manière pas simplement plus efficace, mais aussi plus motivante. Donc, par exemple, on a fait des logiciels qui personnalisaient des séquences d'exercices pour maximiser la motivation intrinsèque et l'efficacité de l'apprentissage chez les enfants. Alors, vous l'avez dit, l'IA, elle est déjà utilisée par les plus jeunes, hein, mais pas toujours en bien. Il y a de nombreux témoignages d'enseignants qui disent qui en viennent à se demander si le fait, par exemple, de donner des devoirs à la maison, ça sert encore à quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de collégiens, de lycéens qui n'hésitent plus à faire travailler ChatGPT, à faire du copier-coller, souvent maladroit. Certains relisent, retouchent, etc. D'autres pas du tout. Donc, comment est-ce que vous voyez quelle approche vous avez de ça, vous? Est-ce qu'il y a une manière à faire mieux, en fait, ou autrement? Alors, ouais, d'abord, vous avez raison. Aujourd'hui, il y a un défi dans le monde de l'éducation, c'est que il y a 2 ans, les systèmes d'IA générative n'existaient quasiment pas, et en 2 ans, ça s'est répandu à une vitesse incroyable, et en particulier chez les plus jeunes, c'est une vague gigantesque où l'usage est devenu absolument massif, et c'est un usage qui n'est pas à la fois bien compris par eux-mêmes, dont les conséquences ne sont pas bien comprises, et effectivement, il y a tout un tas d'élèves qui, pensant gagner du temps ou pensant peut-être avoir une meilleure note pour leurs devoirs à la maison, vont avoir des réflexes, par exemple, de demander de faire le devoir à leur place. Et évidemment, on comprend tout de suite que ça n'a pas un grand intérêt pédagogique. Ils vont pas apprendre grand-chose en faisant ça. L'enseignant, ça va lui faire perdre un petit peu de temps de corriger des trucs qui ont été rédigés. Donc, on peut comprendre effectivement que certains enseignants aient cette réaction de j'arrête de donner des devoirs, mais en même temps, probablement, il faut aussi prendre le temps du recul, réaliser qu'en fait, ces outils-là, c'est probablement pas une mode, ils sont là probablement pour rester, ils vont modifier beaucoup de choses sur le long terme, sur la manière dont on apprend, dont on travaille, dont on invente. Et donc probablement, il faut réfléchir à la manière de les introduire de manière positive et constructive dans le système scolaire, plutôt qu'au contraire dire on va tout faire pour les mettre de côté et par exemple on arrête de faire des devoirs. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore une compréhension extrêmement bonne de c'est quoi les meilleures manières de les... Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est encore un peu flou parce que C'est encore un peu flou totalement parce que c'est très récent et que pour comprendre c'est quoi les bonnes manières, il faut un peu expérimenter, que ça soit dans les laboratoires de recherche ou dans les classes. Il faut essayer, comparer, mais néanmoins, par exemple, on commence à avoir des petites idées d'usage qui sont un peu mieux que ceux dont on vient de parler. Par exemple, un élève, au lieu de demander à un système d'IA générative de faire ses devoirs à sa place, peut-être, par exemple, il peut dire tiens, voilà mon devoir, voilà ma leçon d'histoire géo, ou voilà ma leçon de maths. Aujourd'hui, c'est très facile, il suffit de prendre une photo, on l'upload dans le système, et est-ce que tu peux me poser des questions pour vérifier si j'ai bien compris, par exemple. Donc déjà, ça, c'est un usage qui est bien mieux, qui d'ailleurs est pas mal du tout parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un à la maison pour tous les enfants en permanence qui peut les aider à vérifier s'ils ont bien compris. Donc ça peut être un complément utile.
Pour les enseignants, c'est pareil, ça peut être un outil, par exemple, qui leur permet de créer des contenus, par exemple, créer des quiz, créer des questionnaires. Par exemple, imaginons qu'ils sont en train de faire une leçon de maths sur tel sujet, puis en même temps, par exemple, en sciences, ils travaillent sur les volcans, ou en histoire, ils travaillent ou en géographie, ils travaillent sur telle métropole. Et ben, par exemple, le prof, il peut dire, bah tiens, j'aimerais croiser un peu ces domaines. Est-ce qu'on peut essayer d'inventer un problème de maths qui est en rapport avec ce sujet de géographie, par exemple. Donc ça peut être aussi assez utile dans cette perspective-là. Mais dans tous les cas, la première étape, je pense, extrêmement importante, c'est que tant les élèves que les profs et que les parents, ils comprennent mieux un petit peu les enjeux à la fois éducatifs, sociétaux de ces outils-là pour pouvoir en fait les utiliser de manière responsable. C'est-à-dire que rien que les élèves, une fois qu'ils auront compris par exemple les rapports entre leur usage, leurs apprentissages, leur réussite scolaire, bah, tout de suite peut-être qu'ils vont plus avoir les mêmes réflexes. Merci beaucoup Pierre-Yves Audeillet, co-auteur avec Didier Roy de ce livre « C'est pas moi, c'est l'IA » aux éditions Nathan. Et comme vous l'avez dit, c'est un livre très accessible, très illustré en plus, donc accessible même pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes. Merci. Merci. Il est temps de retrouver, comme chaque mois, le prospectiviste Olivier Parent qui décrypte les films de science-fiction pour voir en quoi cela influence nos imaginaires technologiques. Dans Retour vers le futur 2, sorti en salle en 1989, les points de similarité entre la fiction et notre réalité se situent autour des TIC, les techniques d'information et de communication. C'est par exemple l'omniprésence de l'audiovisuel dans le quotidien des contemporains de l'année 2015 du film ou celui de notre présent. La scène dans laquelle le fils de Marty se vautre dans le canapé familial en commandant la diffusion de front de 6 chaînes n'a rien à envier au comportement de nos adolescents qui jouent, regardent la télé ou YouTube et chattent tout en même temps et pareillement vautrés. Et puis, il y a la scène dans la cuisine. Toute la famille est à table, les plus jeunes gardent sur leur nez des lunettes communicantes. Cela non plus ne change guère des comportements que l'on peut trouver chez nos contemporains avec leur smartphone ou leur tablette. À propos de communication, il est à noter que les réseaux sociaux sont esquissés au cours de la conversation visiophonique que Marty a avec un de ses collègues de bureau et son patron. Tout au long de la conversation, toutes les préférences des deux personnes avec qui parle Marty sont affichées sous l'image des deux interlocuteurs. On apprend que Needles, le collègue de Marty, a 47 ans, que sa femme se nomme Lauren Ann, qu'il aime le baseball, la bière, les steaks, les plats Tex-Mex. De son côté, leur patron, Ito Fujitsu, déteste tout ce que ses employés apprécient et se délecte tout particulièrement de la cuisine japonaise et thaï. Étonnant, non? Rappelez-vous, le film date de 1989 et à cette époque, Internet n'existait que pour les scientifiques et les militaires. Ailleurs dans le film, on remarquera des consommateurs qui pédalent devant des écrans dans un fast-food. Participent-ils à la fabrication d'une énergie renouvelable? Font-ils du fitness tout en consommant des aliments? Sont-ils en train de recharger un appareil? Comme dans nos gares du XXIe siècle, à chacun de se faire son opinion. Après les points communs entre notre réalité et la fiction de Retour vers le futur 2, abordons les différences et commençons par 2 erreurs. Ainsi, en prospective, il existe un marronnier, une prévision qui revient avec une régularité quasi saisonnière. C'est la voiture volante. Les premières traces de ce fantasme remontent au tournant entre le 19e et le 20e siècle. À cette époque, la ville du 21e siècle avait été imaginée aérienne, avec des voitures particulières et des transports en commun maintenus en l'air à l'aide de dirigeables de toute taille. La propulsion était aussi bien assurée par la force du mollet que par celle de la vapeur. La culture Pulp Fiction, avec ses Buck Rogers et ses Flash Gordon, a continué d'alimenter cette illusion de la modernité. Et encore aujourd'hui, on voit régulièrement sortir des cartons d'inventeurs des projets plus ou moins réalistes. À l'occasion des JO de Paris, des navettes volantes emportant 2 passagers avaient été annoncées entre le quartier de la Défense et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
on n'en a pas vu le bout d'un aileron. Dans Retour vers le futur 2, pas de complexe. Que ce soit grâce à une technique d'aéroglisseur très discrète ou même par l'intermédiaire d'une improbable antigravité, les voitures volent et le monde du film semble avoir réalisé la quadrature du cercle qui, dans notre monde, rend difficile la diffusion en masse de la voiture volante. Cette problématique tient en 3 questions. La première, le service rendu par la voiture volante est-il supérieur à l'énergie dépensée pour voler ? La seconde, en cas de panne, la voiture volante ne peut simplement pas se garer sur le bord de la route, elle tombe. Alors, quelle solution apporter à cela ? En dernier lieu, sur la route, le conducteur suit une piste en 2 dimensions. Dans le cas de la voiture volante, a-t-on tous les compétences nécessaires au pilotage en 3 dimensions à haute vitesse et avec des encombrements inhérents à nos villes hyper-urbanisées ? Les plus enthousiastes diront que le pilotage par l'IA et les prochaines générations de batteries installées sur des drones volants feront de la voiture volante une réalité. Peut-être, sûrement même, dans un certain temps, ne serait-ce qu'après que la voiture classique, sur route, soit devenue effectivement autonome, et on en est encore loin. Il sera alors temps d'interroger le rapport entre le service rendu et la consommation énergétique d'une voiture volante. On l'a dit dans le film, les voitures semblent voler par antigravitation. C'est bien une chose que dans notre 21e siècle, on n'a pas et qu'on n'est pas prêt d'avoir. L'antigravitation, pourtant, est convoquée à plusieurs moments dans le film. Ainsi, on voit un grand-père convalescent qui retrouve sa mobilité grâce à cette antigravitation sans qu'on sache trop d'où provient l'énergie du dispositif qui ressemble fort à une simple ceinture. Ailleurs, on croise un robot volant qui promène un chien et on s'interroge sur la résistance que peut offrir un tel dispositif contre l'enthousiasme excessif d'un toutou. Qui emportera l'autre ? Pour finir, on croise un robot volant, journaliste, reporter d'images, un JRI autonome ou piloté à distance. On le voit couvrir l'arrestation du petit-fils de Biff Tannen après qu'il ait saccagé malgré lui l'entrée de l'hôtel de ville de Hill Valley. Cependant, aucun de ces objets ne laisse apparaître le moindre indice sur la technologie qui génère cette antigravité. Le mystère reste complet et dans la réalité, il n'est pas prêt d'être levé. On est loin de voir ce genre d'objet dans notre quotidien. On a du travail sur la planche. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 23 novembre 2024. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, pour écouter ce podcast chaque semaine et même jour après jour. Abonnez-vous, faites abonner vos amis de force à Monde Numérique. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les plateformes, évidemment, sur YouTube et sur les assistants vocaux. Un petit message, justement, à l'intention des gens qui écoutent sur YouTube. Il n'y a pas d'image, non, parce que c'est du podcast audio. Mais de temps en temps, sur la chaîne YouTube de Monde Numérique, il y a de vraies vidéos. Voilà, continuez à m'envoyer des commentaires. Vous pouvez soutenir financièrement Monde Numérique, surtout si vous voulez qu'on aille au CES de Las Vegas cette année encore. Le grand rendez-vous de la tech en janvier prochain. Donc, il suffit de cliquer sur le lien en description de cet épisode et de faire un don du montant de votre choix. Je vous en remercie par avance et merci à la générosité des auditeurs qui ont déjà plusieurs fois fait des dons. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo. Avant cela, il y aura eu les interviews en version intégrale tout au long de la semaine, des chroniques, éditos, etc. Et puis, à la fin du mois, eh bien, ce sera comme d'habitude notre rendez-vous avec le grand débrief, c'est-à-dire avec mes camarades Bruno Guglielminetti et François Sorel. On se retrouve chaque mois pendant 1 heure pour débriefer l'actu tech du mois. C'est pas toujours très sérieux, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine pleine de tech. Salut.